IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Science-fiction ce soir avec un médecin qui est père de 5 enfants. Il exerce en tant que gynécologue, chef du pôle mère-enfant au Grand Hôpital de Charleroi et il est responsable de son centre de procréation médicalement assistée. L'astrophysique qu'il partage avec son fils Olivier, qui est philosophe, astrophysicien et héros principal d'un livre dont nous allons parler ce soir, La Terre à son miroir. Et enfin la nature de ces écosystèmes menacés qu'il défend par tous les moyens, y compris l'écriture, se retrouve dans ce livre. Ce monsieur, ce docteur s'appelle Jean-Guy, comment on dit, Sartenard, Sartenard, voilà. Sartenaer. Il vient de publier un livre aux éditions Spinel, avec 2 LE à la fin, La Terre à son miroir. C'est le tome 1 d'une trilogie, qui va se passer dans l'espace. Alors pourquoi avoir envie? Vous dites que c'est parce que finalement vous avez 5 enfants qu'on retrouve dans votre livre. Hein. Oui. C'est un livre pour les enfants ou c'est un livre pour les adultes? Je pense que c'est un livre pour les adolescents et pour les adultes. Parce qu'il est, c'est quand même un livre qui est basé sur l'écologie, le développement durable, sur les planètes, mais ça a été écrit comme une aventure qui est quand même facilement compréhensible et audible par un public même jeune. Jean et Guy Lézard, deux célèbres astrophysiciens, ont disparu avec leurs conjointes au-dessus de l'Atlantique après une mystérieuse escale en Égypte. Ils laissent 5 orphelins en bas âge, qui sont Oli et sa sœur Caro, les jumeaux Marjo et Fred, ainsi que leur petit frère Yann. Les enfants ont grandi et suivi les traces de leurs parents. Ils ont fondé un cirque sur le thème astral, dont le spectacle prône le respect et la défense de la planète et du système solaire. Alors, on va parler d'une planète qui s'appelle Aredia. Oui. Une planète... C'est une planète totalement imaginaire. Donc j'ai imaginé que la Terre avait une petite sœur jumelle qui gravitait avec elle autour du Soleil. Et lorsqu'il y a des millions d'années, les astéroïdes ont percuté la Terre, c'est au moment de la disparition des dinosaures, la petite planète a été soufflée dans les faubourgs de Vénus et elle n'a pas n'a pas eu tous ces cataclysmes que l'on a connus sur notre Terre. Et donc elle a quelques centaines de milliers d'avance dans son évolution. Et donc sur la Terre, ce sont les singes qui se sont développés pour donner les humains. Et sur cette planète qui est dans un environnement différent, ce sont les oiseaux et les félins. Et donc j'ai voulu par là montrer que cette planète, qu'en réalité ces êtres supérieurs ne sont pas plus intelligents que nous. Et donc ils ont également altéré fortement l'écologie de leur planète et l'ont mis en danger. Mais comme ils sont plus en avance que nous, la destruction est encore plus importante. Et quelque part, c'est ça la Terre à son miroir, c'est que ce qui se passe sur cette planète, c'est ce qui va se passer chez nous si on ne fait pas attention et qu'on ne fait pas marche arrière au plus vite. C'est une sorte de leçon, mais qui est transférée sur une autre planète. Alors... Finalement, cette planète est en train de mourir, donc elle cherche une terre un peu de secours, ce qui pourrait provoquer une guerre interplanétaire, puisque ils sont quand même acculés. Ils sont acculés. Comment 5 jeunes terriens sans histoire détiendraient-ils le pouvoir d'influer sur la destinée du genre humain et arédien, parce que les habitants de l'Arédia s'appellent les Arédiens, de surcroît, puisque finalement, ça va être une histoire entre des extraterrestres qui viennent sur Terre et les 5 personnages, un peu comme le Club des 5. C'est ça, c'est un peu ça que je voulais, parce que le Club des 5 et le Clan des 7, ça a pu bercer notre enfance, et c'était des aventures un petit peu qu'on adorait, et quelque part c'est un peu ça, ce sont 5 jeunes pleins d'idéaux qui vont partir, parce que je pense que donc, les extraterrestres qui sont venus les chercher sont dans la même situation que nous. Ce ne sont pas des gens dangereux, mais c'est des gens qui cherchent une solution pour leur planète. Et comme ils ont trouvé des indices que leurs parents, donc de ces jeunes, se trouvaient chez eux, on se demande vraiment pourquoi, ils ont cherché ces jeunes pour, aider à retrouver leurs parents, mais également à trouver des solutions pour sauver cette planète, parce qu'en effet, le risque final, si cette planète devait disparaître, c'est qu'ils cherchent une autre terre d'asile, et la seule terre habitable dans le coin
eh bien c'est la Terre, c'est notre Terre, donc qui est en point de mire quelque part si on n'a pas une solution rapide à leurs problèmes. Alors vous écrivez que en ce qui concerne cette planète Aredia, mais aussi en ce qui concerne la Terre, ils ont préféré croire qu'ils ne franchiraient jamais le point de non-retour, au lieu de se remettre en question et changer radicalement leur rapport avec la Terre ou avec Aredia. Ils ont misé sur la capacité des futures générations à résoudre les problèmes engendrés par leur mode de vie débridé. La civilisation moderne avait substitué l'utopie matérielle au salut de l'âme, et ces deux mesures avaient brisé toute relation vraie et sincère avec la nature. Ils ont le même problème avec la nature que nous. Exactement. Ils ont exactement la même situation, mais en pire, puisque, de nouveau, la planète dans son évolution est plus loin de plusieurs milliers d'années. Et donc, le gros problème que je pense les gens ne se rendent pas compte, et nous on s'en rend compte parce qu'on s'occupe de la procréation médicalement assistée, mais on se rend compte que depuis 20 ans, on tire la sonnette d'alarme en disant que dans 30, il y a 20 ans on disait dans 50 ans, maintenant c'est dans 30 ans, il n'y aura plus un homme fertile sur notre planète. Parce qu'on voit que la fertilité féminine, mais surtout masculine, est en train de fondre comme neige au soleil, et dans 30 ans, il ne sera plus possible d'envisager une conception d'un embryon normal par les voies naturelles. Il faudra passer par des techniques de procréation médicalement assistée. Et c'est ça qui est grave. Donc la nature, c'est elle qui est la plus forte. On ne doit pas oublier qu'on fait partie de la nature et que c'est pas nous qui sommes les maîtres. Et la nature va vouloir éliminer son principal prédateur. Et le principal prédateur, chez nous, c'est le terrien, là-bas, c'est l'arédien. Et la meilleure façon de pouvoir l'éliminer, c'est évidemment de jouer sur sa fertilité et de le rendre stérile. Et c'est ce qui est en train de se passer, mais tout le monde s'en fout quelque part, et c'est ça qui est dramatique. Donc le point de rupture n'est pas loin, dans le sens où la fertilité est très basse déjà, et que de toute façon, lorsqu'il n'y aura plus de glaciers, lorsqu'il n'y aura plus possibilité de marche arrière, ben ce sera terminé. Et je pense que dans toutes les galaxies, il doit y avoir plein de planètes habitées qui ont terminé leur cours de la même manière que l'être humain ou l'arédien est en train de le faire. Oui, alors vous êtes gynécologue accoucheur. Est-ce que vous voyez vraiment en Belgique un problème de fertilité? Très fort. Donc on n'a jamais eu autant. Moi, quand j'ai commencé ma fonction dans la procréation, il y avait un homme infertile pour 10 femmes. Et maintenant, on se retrouve avec 3 hommes pour une femme. Donc on voit d'année en année la qualité du sperme qui se détériore, mais de façon dramatique, au point, mais ça les gens ne le savent pas encore, que dans 2 pays, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, il y a des laboratoires qui sont en train de produire des embryons animaux à partir de cellules de peau. Et ils ont déjà bien réussi, et on sait que ce qui se passe avec l'animal finit par se faire pour l'être humain. Et donc l'homme essaie de trouver une parade à ce problème en n'ayant plus besoin de l'ovule ou du spermatozoïde pour se reproduire. Et ce qui est aussi dramatique, parce qu'on va se dire que si la nature qui essaie de faire partir son prédateur, et que le prédateur en question trouve des parades pour contrecarrer son problème de fertilité, ben c'est aussi, si on ne fait rien, une façon d'aller progressivement vers la fin du monde. Il parle des chimères en Chine. Vous avez vu ces chimères? C'est encore autre chose que... Oui, on peut parler de chimères, mais ici c'est plutôt des phénomènes de clonage. C'est-à-dire qu'on parvient à reprendre dans les cellules à utiliser des cellules de peau et le code génétique de l'ovule et du spermatozoïde à travers ces cellules. Et donc ça permet de contrecarrer les cellules germinales. On n'a plus besoin de l'ovule ou du spermatozoïde pour faire un bébé, quoi. Et donc c'est déjà, à notre époque, c'est déjà fait? Ce n'est pas officiel, mais c'est déjà réussi dans certains laboratoires, oui. Et ça donne quoi comme enfant? Est-ce que ces enfants sont différents des humains faits normalement? Non, puisque c'est une copie conforme. À partir du moment où on prend tout le code génétique d'un individu, évidemment, la reproduction est le même individu. C'est un peu comme le clonage. Maintenant, jusqu'à présent, ça se fait sur l'animal, mais on sait que toutes les expériences animales qui réussissent finissent par se faire également sur l'être humain. Oui, sauf que... D'ailleurs, il y a déjà aussi, ça les gens ne le savent pas non plus, mais des équipes qui travaillent sur les couveuses artificielles
où on peut, à la limite, la maman ne sera plus obligée de porter son enfant, mais pourra aller le chercher comme au magasin, tout fait, lorsqu'il aura quitté sa matrice artificielle. Ça a l'air étonnant. Notre génération, quand on en parle, on est vraiment presque outré ou fort étonné. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est de se rendre compte que quand on en parle aux nouvelles générations, à la limite pour eux, c'est quelque chose de normal et naturel. Donc actuellement, on sait que quand on tombe enceinte, c'est la nature qui nous aide, c'est une aventure, c'est le fruit du hasard. Mais bientôt, tout ça, c'est terminé. On est dans un monde, un peu avec l'intelligence artificielle, etc., où tout doit être programmé, et tout peut être programmé. Avec le transhumanisme, on pourra choisir la couleur des yeux de notre enfant, aucune tare génétique, mais est-ce que ça... Tout ça est déjà possible, hein, mais on ne le fait pas justement pour éviter un déséquilibre de la nature. On fait déjà ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire dans nos laboratoires, mais qui se cantonne aux anomalies génétiques, donc des familles dans lesquelles il y a des grosses maladies génétiques. On peut déjà analyser l'embryon avant de le remettre chez la maman et éliminer tous les embryons porteurs de cet âge génétique. Et donc c'est la même chose que de mettre des embryons qui auraient des yeux bleus, qui auraient une intelligence de Einstein, etc. Donc je pense que tout ça, ce n'est plus de la science-fiction. Donc c'est déjà en cours, mais justement l'éthique veut qu'on ne le généralise pas. Oui, mais moi j'ai assisté à des congrès de transhumanistes où ils disaient que de toute façon dans le futur, ces hommes augmentés, ces enfants qui seront augmentés, ça sera pour tout le monde, sinon ça fera ce qu'on disait des sous-humains, c'est-à-dire des chimpanzés du futur. C'est-à-dire un enfant qui naîtrait par les voies naturelles serait forcément moins intelligent, moins bon. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'âme dans ces... Est-ce qu'il y a une âme ou pas? C'est ça c'est la grande question qu'on doit se poser évidemment. Hein. Personne ne le sait, moi j'y crois. Je pense qu'il y a des puissances supérieures, etc. Quel que soit le nom qu'on veut leur donner, évidemment. Mais bon, je pense que plus on va vers un monde cartésien où l'intelligence prime, tout ce qui est nature, âme, spontanéité, la foi devient de plus en plus remise en cause. Et ça, j'en parle d'ailleurs dans mon premier tome, lorsqu'ils vont passer les différentes épreuves sous la cathédrale de Chartres. On va voir la différence entre, quelque part, d'abord l'instinct, la sensibilité, qui est quand même la première chose importante chez l'être humain, puis 2, l'intelligence, et donc c'est l'esprit cartésien, et puis 3, justement, la foi, l'âme, qui peut soulever des montagnes et qui peut nous faire voir d'autres horizons que l'intelligence ne peut pas. Moi, j'y crois, et je pense que l'être humain est quelqu'un de supérieur et qui, justement, va pouvoir se ressaisir grâce à ça. Mais voilà, ça reste du domaine de la foi. Il faut avoir la foi, parce que qu'est-ce qui nous dit que finalement, il n'y aura pas quand même d'incarnation d'une âme, même dans ces sortes d'hybrides ou de oui, voilà. on n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est la foi. Moi, je pense qu'on ne peut rien dire à ça. Alors, on fait un super voyage au Triangle des Bermudes, on se promène partout, dans les Bermudes, à Chartres. C'est un véritable voyage initiatique avec ces 5 enfants et puis les extraterrestres qui sont là. On revient quand même sur ce qui est intéressant pour vous. Donc le premier tome, ils ne sont pas encore tout à fait partis, tout du moins ils vont peut-être décoller à la fin. Oui. Ils sont sur Terre. Le deuxième tome, je pense est-ce que ça va être la traversée ou l'arrivée dans... Non, ce sera l'arrivée, un peu chaotique, un peu aventureuse, qui va aussi leur permettre de se connaître vraiment, mais ils y arriveront, en effet. Et le deuxième tome, donc, va se passer, je dirais, sur la planète Aredia. Quand je dis sur, c'est-à-dire en surface. Et là, ils vont apprendre vraiment pas mal de choses sur eux-mêmes, mais également sur ce peuple, et se rendre compte que tout compte fait dans tous les mondes, on est un peu les mêmes et on agit de la même façon. Et le troisième tome se passera sous la Terre, en fait sous Aredia, dans les profondeurs d'Aredia, où là, ça c'est la chute, je dirais, où beaucoup de choses seront remises en question et ils vont découvrir sur eux, sur leurs parents, sur ces extraterrestres, mais donc sur la vie en général, pas mal de choses qui vont un peu les bouleverser. Oui, parce que sur Aredia, ils sont arrivés à un tel point de non-retour qu'ils vivent sous des dômes. L'atmosphère est irrespirable
Et comme il n'y a plus du tout de couche d'ozone, le soleil détruit même les... Donc, une vie sous terre, est-ce que vous pensez sur Terre, on pourrait en y arriver là, être obligé de vivre sous terre pour survivre? Ben, si on continue comme on le fait, je pense en effet qu'on pourrait y arriver. Parce qu'on sait que les rayons du soleil sans ozone, c'est une cause d'abord de brûlure importante, mais également de mutation génétique. Et nous, on voit par exemple très bien également, parce qu'en plus je m'occupe d'un centre de génétique, que le nombre de malformations, d'anomalies génétiques, chromosomiques, etc., n'arrête pas d'augmenter. Et quand on ajoute à ça le nombre d'espèces animales, végétales qui disparaissent de façon de plus en plus accélérée, on se rend compte que tous ces déséquilibres feront en effet que notre mode de vie va devoir fameusement changer, et au risque en effet, un jour, lorsque on arrivera aux extrêmes, on devra aller se cacher quelque part. Alors, il y a des passeurs de lumière dans votre livre qui font des vitres. Oui. Ça, c'est dans toutes les cathédrales, finalement. Oui, mais ces vitraux, moi je les considère comme plus que de simples vitraux. Le vitrail simple, c'est un vitrail qui laisse passer la lumière et qui colore l'endroit, et qui peuvent être très beaux. Mais le vitrail est formé surtout de sable, et justement, c'est l'alchimie de tous ces passeurs de lumière que l'on trouve dans les tables de la loi. Et donc, il fait que par l'alchimie, ils parviennent à faire des vitraux qui ne font traverser du soleil que le rayonnement positif, pas les UV, etc. Et sont donc source d'énergie bienfaisante. Donc ça, c'est une thèse que je mets là-dedans, et qui fait que la cathédrale de Chartres a toujours été considérée comme une sorte de grand navire qui pourrait protéger la race humaine, justement, du rayonnement solaire le jour où le monde serait très mal en point. Oui, avec son labyrinthe, avec trois passages, un rond, un carré. Vous la connaissez? Les trois étapes du labyrinthe, vous parlez en dessous de la cathédrale de Chartres? Non, je parle du labyrinthe qui est au rez-de-chaussée. Ah oui, initiatique, mais ça, il existe vraiment au niveau de la cathédrale de Chartres. Donc, quand on rentre dans la cathédrale, il y a vraiment les trois stades. Il y a le labyrinthe qui permet de tourner très vite pour réveiller l'instinct, qui est, je dirais, le premier caractère de l'homme. Puis, au transept, il y a un véritable jeu d'échecs, mais qui n'existe plus maintenant, mais qui était dessiné à l'époque, qui symbolisait justement l'intelligence de l'être humain. Et c'est là que quelque part, toute l'énergie, à la fois de la Terre et des vitraux via le Soleil, se concentre. Et puis alors, il y a le troisième stade au niveau de l'autel, où là, c'est justement la foi. C'est le troisième stade de l'être humain, et où donc, normalement, le pèlerin ouvre son cœur. Et là, pour moi, dans la cathédrale de Chartres, c'est une porte cosmique qui permet de voyager dans l'espace et d'atteindre Arédia. Alors, vous parlez d'un échiquier qui aurait disparu. Est-ce qu'on voit encore quelque chose? On n'en voit plus la trace, non, malheureusement. Donc, on en a des représentations, mais on n'en voit plus la trace comme telle. Mais dans beaucoup de cathédrales comme ça, en croix, au centre, il y avait des échiquiers. Alors, cet échiquier, on va le retrouver dans votre livre, hein, c'est clair que... Est-ce que vous pensez qu'on est tous, finalement, des pions sur un échiquier? Docteur Certainement, Sartener. J'espère que non. Je pense que des pions sur un échiquier serait dommage. Je pense que chacun, on est différent de l'autre, et c'est ça qu'est-ce qu'on fait sur Terre si c'est pas justement pour être une identité propre et pouvoir justement s'épanouir et apporter aux autres quelque chose. Je pense que si on était un pion sur un échiquier, je pense que tout serait déjà décidé d'avance. Il n'y aurait plus, c'est les gens qui disent que tout est prévu et que quoi qu'on fasse, si notre jour de mort, il est déjà programmé, etc. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on est notre propre acteur et que c'est ça qui compte. Et donc, même dans la lutte pour l'environnement, pour sauver notre mère, la Terre, on n'est pas de simples pions, on est vraiment actifs et il faut se battre. Alors, il y a beaucoup de tables qui sont évoquées dans votre livre, les tables de l'équation universelle. Oui. On parle de l'arche d'alliance, des Templiers. C'est le volet un peu historique. L'arche d'alliance, dans l'histoire, on sait
On sait que les Templiers ont beaucoup cherché cette âge d'alliance parce qu'elle renfermerait un peu toutes les connaissances universelles. Il ne faut jamais oublier que l'être humain, il n'y a que 5% de son cerveau qui est actif. 95% n'agit. Actuellement, on ne sait pas à quoi il sert. Et moi, je suis persuadé que l'intelligence humaine, de ce fait-là, est extrêmement limitée. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les notions d'infini, d'éternel, etc., on ne les comprend pas et on ne les comprendra jamais. Parce que l'univers, pour nous, comme on a un esprit limité, il doit bien s'arrêter quelque part. Mais or, il ne s'arrête nulle part avec le Big Bang. Donc ça veut dire que nous, on a très très peu de connaissances parce qu'on a un esprit limité. Mais je pense que justement ces équations universelles, ce table de la loi doit renfermer toute une série de vérités physiques et scientifiques et mathématiques qui dépassent l'être humain, mais qui, si on les possédait, pourraient évidemment ouvrir d'autres horizons. C'est un peu dans cette optique-là qu'on en a parlé, et que vraiment, dans la réalité historique, les tables de la loi ont disparu lorsqu'elles avaient été données dans l'Arche d'Alliance, et que les Templiers ont essayé de les retrouver, et qu'on ne sait toujours pas, et ce qui est devenu le trésor des Templiers, et ce qui est devenu cette Arche d'Alliance, quoi. Il semblerait qu'il y ait des nouveaux Templiers à notre époque. Si on lit vraiment la vie des Templiers et de tous les maîtres artisans qui lévitaient autour d'eux, on se rend compte que ces gens-là, comme un peu les druides, etc., ont toujours été les défenseurs de la nature, de l'environnement, contre vent et marée. Et donc moi je pense que les nouveaux Templiers, ce sont tous les gens justement qui se battent, soit dans l'ombre, soit de façon plus officielle, pour le bien-être de la planète, qui comprennent que nous appartenons à la nature et que nous n'en sommes pas les maîtres, et qu'il faut tout faire pour que notre bonne vieille terre continue à prospérer. Et donc c'est un peu ça les nouveaux Templiers. Alors est-ce qu'il y a vraiment le puits des Saints-Forts sous la cathédrale de Chartres? Oui, il existe. Évidemment, tout ce qui s'y passe est plutôt le fruit de l'imagination, mais je pense que l'avantage, ce que j'ai voulu faire avec l'aide de mes astrophysiciens de fils et de mes philosophes, c'est de faire des romans d'aventure qui sont entre guillemets de la science-fiction, mais tout en étant plausibles. C'est-à-dire que tous, par exemple, la petite planète Arédia qui est dans les faubourgs de Vénus, eh bien on sait qu'il y a un corps céleste dans les faubourgs de Vénus que les astrophysiciens actuels ne connaissent pas, ne savent pas encore identifier, mais il existe vraiment. Même chose, ce puits existe vraiment, on peut vraiment y descendre et trouver, c'est près de la Vierge Noire, etc. Mais évidemment, après, c'est les aventures qu'on y met avec. Et je pense que chaque étape dans le livre, même si pareil, c'est comme les portes cosmiques, la matière noire je parle beaucoup de la matière noire qui fait la cohésion des différentes planètes, tout ça, j'ai encore lu ici un livre, il n'y a pas longtemps, hier, pas plus tard qu'hier, des articles sur la matière noire, et c'est étonnant de voir que les théories actuelles des astrophysiciens rejoignent ce que j'ai imaginé dans le livre. Donc j'essaie d'être cohérent tout en, évidemment, faisant une histoire fantastique. Oui, c'est une histoire fantastique, c'est pour ça que je vous demandais si elle existait vraiment. Alors cette Vierge Noire, on peut en parler un peu. Cette Vierge Noire à Chartres. Parce qu'il y a plusieurs vierges à Chartres. Donc on peut se tromper, il y en a une au rez-de-chaussée, il y en a une dans la crypte. Oui, il y a plusieurs Vierges Noires. Et ces Vierges Noires, c'est vraiment, la Vierge était la patronne des gens de la balle, donc puisque ce sont 5 jeunes qui font du cirque. C'est la patronne aussi des gens qui ont un handicap, etc. Donc cette Vierge Noire était comment je dirais, vénérée par les druides, et l'est toujours d'ailleurs. Et quelque part, on se rend compte que dans l'histoire, la cathédrale de Chartres, pourquoi est-ce qu'elle a été installée comme ça en plein milieu de nulle part? Parce que mettre une cathédrale gigantesque comme ça, extraordinaire, au milieu de la campagne, c'est parce que je pense que les gens d'avant avaient justement, quand on parlait de l'instinct, de l'intelligence et de la foi, les gens d'avant étaient beaucoup plus instinctifs que nous, parce que nous, notre instinct, il est un peu couvert par notre intellect. Et donc ces gens-là vénéraient toutes les énergies, les forces de la nature, que ce soit toute cette énergie tellurique qui est extrêmement importante, toutes celles qui venaient du ciel, et toutes ces énergies étaient vénérées dans des églises qui, comme par hasard, se sont retrouvées sous le tertre de Notre-Dame de Chartres, et ils vénéraient cette Vierge qui était la Vierge Noire, et que l'on retrouve à plusieurs endroits. Et puis on se rend compte
compte que sur la cathédrale de Chartres, il y a une évolution de plusieurs églises qui se sont succédées pour arriver enfin à cette cathédrale merveilleuse qu'on connaît. Et donc je pense que l'avantage, c'est qu'elle respecte le passé et tout ce qui s'est passé quand justement les anciens venaient vénérer la Vierge Noire à cet endroit, là où les énergies, d'ailleurs il y a un dolmen qui est là-bas également, enfoui, et qui concentre cette énergie tellurique. Et donc toutes ces vénérations, des druides, etc., a été respectée puisque ça a été maintenu dans les sous-sols de la cathédrale. Alors, et la Sagrada Familia? Mais la Sagrada Familia, moi je trouve qu'elle est extraordinaire parce que Gaudí a quand même compris aussi que la nature était importante, parce que si on voit l'entrée faite par Gaudí et l'intérieur de l'église, bien tout va vers la nature. Ce sont des arbres extraordinaires, il y a des animaux partout, il y a des plantes partout. C'est vraiment un hymne à la nature. Et donc, il montre bien que la nature n'est pas du tout en contradiction avec Dieu, avec une puissance supérieure, que du contraire. Et je pense que si j'ai pris la Sagrada comme ultime escale de nos 5 petits loustiques, c'est parce que justement, je pense que Gaudí avait compris l'importance de la nature. Mort accidentellement, mais s'il avait terminé, je pense que la deuxième entrée, qui est beaucoup plus moderne, c'est pas comme ça qu'il l'aurait imaginé. Alors racontez-nous l'histoire de la Sagrada, parce que peu de gens la connaissent. Mais la Sagrada Familia, Gaudí, c'est un architecte extraordinaire de Barcelone qui a fait des monuments tout à fait particuliers, dont les plus connus sont le fameux parc Güell, qui est le parc qu'il a fait pour son ami Güell, et qui est un parc où également toutes les formes, que ce soit les bancs, que ce soit les maisons, etc., sont des formes qu'il a vraiment pris dans la nature. Il n'y a jamais quelque chose d'artificiel. On y retrouve des salamandres, on y retrouve 36 animaux qui forment vraiment l'ossature de tous les bâtiments. Ensuite, il a fait une superbe maison, qui est la maison Batelot, pour des riches commerçants. Et là aussi, toutes les fenêtres, ce sont des os humains. À l'intérieur, ce sont des planètes. Ce sont tout l'escalier, c'est une sorte de grand serpent qui monte jusqu'à l'étage. Les cages d'escalier, c'est vraiment des abysses avec toute la végétation sous-marine. Donc c'est vraiment un architecte qui a voulu mettre dans tout son travail vraiment en primeur la nature et toutes ses qualités, en disant que l'être humain fait partie de la nature, et donc dans son bâtiment, il doit se sentir au milieu de la nature. Et donc c'est à peu près la seule cathédrale moderne qui a été construite quand on lui a proposé. Et donc il a fait vraiment, mais il ne travaillait pas par plan, il travaillait par son imagination au fur et à mesure. Il a travaillé beaucoup la céramique, surtout les céramiques évidemment espagnoles qui sont très lumineuses. Il a vraiment fait un bâtiment de la nature, mais malheureusement, donc, comme il ne travaillait pas avec des plans, lors de son décès, ceux qui l'ont succédé ont dû plus ou moins faire à la Gaudí, sans savoir exactement ce qu'il avait dans la tête pour ce qu'il restait à faire, quoi. Oui, alors elle est située où, cette maison de maître La maison Batelot? Oui. Elle se trouve dans une grande rue, pas loin de la Sagrada Familia. D'accord, donc c'est à Barcelone qu'on a la Sagrada, le parc Güell et la maison Batelot, que je décris d'ailleurs dans le premier tome également, parce que c'est vraiment extraordinaire. Quand on est là-dedans, on se sent vraiment dans la nature. C'est vraiment extraordinaire. Donc à visiter si on va à Barcelone. Ah oui, ça il faut pas. Ces 3 choses-là sont vraiment incroyables. Ok, et on sait comment il est mort, Gaudí, non? Si, il a été renversé par un taxi, mais à cheval. C'était un homme extrêmement savant, quoi, donc il était toujours dans ses pensées. Et malheureusement, il n'a pas vu un taxi qui passait, et il est mort accidentellement, je ne sais plus en quelle année, mais enfin c'était une grande perte pour l'Espagne, ça c'est sûr. Je crois que c'est un des Curie qui est mort comme ça aussi. Oui, mais beaucoup de savants, hein. Malheureusement, les savants sont dans leurs pensées, et c'est la meilleure façon de mourir en traversant la route. Il y a beaucoup de savants qui meurent comme ça. Oui, et puis comment réagirions-nous si la Terre avait une sœur jumelle et si ses habitants accusaient nos parents disparus de terroriser et de détruire leur monde au point de mettre en péril l'équilibre de la Voie lactée? Voilà, ça c'est à la fin de votre couverture, en 4e de couverture. C'est vrai qu'on peut se poser la question, la Terre va mal, ça c'est clair.
Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres aussi où la Terre va mal? Et est-ce que les extraterrestres existent? Enfin, il y a plein de choses quoi qui sont intéressantes dans ce Oui, livre. mais moi je pense que maintenant, il n'y a pas un astrophysicien qui en doute, hein, des extraterrestres existent. Le problème, c'est que les distances sont telles qu'ils se posent les mêmes questions que nous. Comment pouvoir les contacter? Parce que je pense qu'il y a tellement de millions de galaxies. Maintenant, on sait qu'il y a des millions de planètes qui ont exactement les mêmes conditions que la Terre. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des êtres supérieurs. Enfin, une vie, maintenant, quelle qu'elle soit, hein, parce que ça peut être une vie différente de la nôtre. Hein, mais la vie, elle n'existe pas que sur notre planète, alors qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies. Je pense qu'il doit y en avoir tout plein. Le problème, c'est que chaque planète est à un stade différent. Il y en a probablement qui sont plus évolués que nous et d'autres qui sont à la préhistoire. Et il y a probablement plein de mondes aussi qui ont fini par disparaître pour une raison ou une autre. Hein. Ça peut être un astéroïde qui les a percutés, comme ça peut être le fait de ces êtres supérieurs qui n'ont pas respecté la nature. Mais ça, il n'y a aucun astrophysicien qui en doute. Maintenant, c'est de pouvoir rentrer en contact avec eux. Et je pense qu'avec l'évolution de l'intelligence artificielle et tout ce qu'on fait, on se rend compte, parce que moi je parle de porte cosmique, moi je suis persuadé que tout ça existe, mais qu'on n'est pas à un stade suffisant que pour pouvoir les utiliser. Mais moi j'ai espoir que tôt ou tard, en effet, on pourra voyager dans l'espace, autrement que par des petites navettes, quoi. Et moi, je pense qu'on peut y aller par l'esprit. Ça va beaucoup plus vite la pensée que la lumière. Exactement. Donc voilà, c'est pas une question physique, c'est une question. Tout à fait. Et donc cet esprit pourra probablement se laisser tomber son corps pour le récupérer ailleurs. Moi, je pense que tout ça, c'est des choses qui arriveront. Oui, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un corps en plus? Non, mais ça, c'est nouveau du domaine de la foi. C'est bien pour ça qu'ils veulent une intelligence artificielle pour qu'on ait absolument plus de corps. Exact, oui. C'est enthousiasmant et c'est stressant en même temps. Parce que l'intelligence artificielle risque à un moment donné de... On sait bien que tout le cosmos, ce n'est que des lois physiques et mathématiques. Tout. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle, à un moment donné, si on les intègre dans des robots, dans ce qu'on veut, peuvent prendre le dessus sur l'être humain. Ça, il n'y a pas de problème. À un stade, à un moment donné, d'autant plus que ces intelligences artificielles, ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. On est à des millénaires de là. Hein. C'est vraiment des intelligences extraordinaires, des choses. Je suis sûr qu'en médecine, par l'intelligence artificielle, d'ailleurs maintenant déjà, il y a des programmes où les diagnostics qui se font par les robots sont plus rapides et plus précis que par les médecins. Parce que les milliards de données qu'on peut mettre dans un ordinateur, on ne sait pas les avoir dans notre petit cerveau. Et donc on va vraiment, et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est qu'on joue un peu à l'apprenti sorcier. Il faut surtout ne pas aller trop vite pour ne pas justement à un moment donné se retrouver esclave, quoi. Oui, et puis je pense que cette intelligence artificielle n'a pas d'émotion, n'a pas d'amour. Exactement. Ça restera rien à faire le propre de l'être humain. Et ça tant mieux, quelque part. Et c'est de nouveau ça qui fait la différence entre un esprit, qu'on dira artificiel, et le nôtre, heureusement. Ben, ils sont en train de créer cette ville Neom, là. Ça, c'est une ville de robots pour moi. Ben oui. Mais c'est inquiétant, hein, ça. Moi, je pense qu'il faut... Rien n'est plus important. Je pense que quand on voit ça en procréation aussi, hein, nous, on peut tout faire en procréation médicalement assistée. Les gens ne se rendent pas compte jusqu'où on peut aller. Et si on n'a pas vraiment une éthique et des comités qui, justement, en discutent, en réfléchissent, etc., on peut faire des choses extrêmement graves, quoi. Et donc, je pense que, justement, l'esprit humain doit rester maître et avoir une éthique et toujours réfléchir à ce qu'il fait avant de le faire. Parce que parfois, on fait des choses maintenant, je vois bien même en médecine, et puis on voit les résultats, et alors que c'est pas comme ça que ça doit aller. Hein. Il faut d'abord prévoir les résultats et voir si on peut le faire, et puis le faire, quoi. On est en train de faire des choses beaucoup trop rapides parfois, et ça peut être très dangereux aussi. Hein. Oui, les personnes servent de cobayes. Oui, c'est ça, quelque part. Mais sans connaître encore les conséquences néfastes. Quand on a commencé la fécondation in vitro, on l'a fait parce qu'on le faisait chez l'animal, mais les premiers enfants qui sont nés, on ne savait pas du tout si plus tard ils n'allaient pas avoir leur cerveau qui allait dégénérer ou n'importe quoi. Je pense qu'éthiquement parlant, c'est limite. Donc on a fait beaucoup de choses
chose, c'est que les gens ne se rendent pas compte, à la limite, qui était à la limite de l'éthique, hein, et qui aurait pu être extrêmement dangereux, tant pour les mamans que pour les enfants à naître. Oui, alors la fécondation in vitro, ça n'a rien à voir avec la brebis Dolly, là, qui n'a pas vécu très longtemps. Ça, c'est le clonage. Ça. Le clonage, elle n'a pas vécu très longtemps. Ah non, parce qu'on sait, là, justement, ça, par exemple, on aurait fait ça chez l'homme, ça aurait été une catastrophe. Parce que, vous voyez, dans chaque cellule humaine, il y a, sur les chromosomes, on va dire, une chaîne d'information, qui est toujours la même. Et cette chaîne d'information, on va dire, c'est comme un chapelet. Et chaque fois que la cellule meurt, eh bien, il y a une boule du chapelet qui s'en va. Et puis, c'est comme ça qu'on explique le vieillissement, et heureusement qu'on vieillit et qu'on meurt, parce que sinon, ce serait la fin du monde très vite, parce qu'on ne pourrait pas assumer tous les gens sur la planète. Et donc, la mort, c'est quoi? C'est quand toutes ces petites boules du chapelet sont terminées. À un moment donné, il n'y en a plus, et donc on arrête de vivre. Mais on s'est rendu compte, pour la brebis en question, que quand on a fait son clonage avec sa mère, en réalité, dans ses cellules, son chapelet, il était au même stade que sa maman. Donc ça veut dire que c'est pas un enfant, Dolly, même bébé, elle avait l'âge de sa mère. Et donc elle allait mourir très rapidement comme sa mère. Et donc on aurait fait ça chez les hommes, on aurait eu des bébés qui auraient déjà 35 ans, par exemple, si c'était une maman de 35 ans. Donc c'est quand même un peu dramatique, hein. Ouais, est-ce que c'est l'histoire des télomères? Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est fou, hein. Donc on ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier comme ça. Il faut d'abord savoir ce qu'on fait avant de le faire. Les personnes qui disent qu'on peut les allonger, les télomères, est-ce que vous croyez que c'est possible? Oui, ça c'est pour essayer d'arriver à la vie éternelle, mais c'est aussi en expérimentation. Comme actuellement aux États-Unis, ils ont imaginé une cassette qui est déjà opérationnelle, avec 6 gènes dedans, et qu'on peut intégrer dans le code génétique de n'importe quelle personne. Et dans cette cassette, il y a la résistance au sida, la résistance au diabète, etc. Donc l'idée n'est pas mauvaise, mais le problème c'est que quand on intègre ça dans le génome d'un être humain, on détruit une partie du génome que la nature a mis des millions d'années à produire. Et ça, on ne sait pas quelles sont les conséquences. Donc ça, c'est aussi extrêmement dangereux et délicat. Parce qu'on avantage peut-être quelque chose, mais si ça tombe, on détériore quelque chose qui a encore beaucoup plus d'importance dans la vie de l'être humain. Et ça, on n'en sait pas, on ne sait rien de ça. Vous voyez, donc ça, c'est ça qui est dangereux. On peut améliorer la vie, ça pourquoi pas, mais pas au détriment de ce que la nature a mis des millions d'années à faire pour que la race humaine existe. Oui, c'est comme la vaccination, on peut se poser la question si elle est si bonne que ça, mais on n'a pas le droit d'en parler. Donc on sait qu'il y a eu des vaccins qui ont été, comme celui de l'hépatite ou quoi, qui étaient des virus atténués et qui étaient toxiques et qui sont peut-être la cause de sclérose en plaques et compagnie. Hein. Ouais, il y en a on sait qu'ils sont inoffensifs parce qu'on n'utilise plus que des antigènes capsulaires, donc ce n'est plus vraiment le virus comme tel. Ça, on sait que c'est safe, mais c'est pas pour tous les vaccins, quoi. Oui, ce qui serait bien, c'est qu'ils nous mettent la composition du vaccin, au même titre qu'on a la composition des médicaments dans les boîtes, mais ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, donc voilà. Ça, c'est vraiment... L'hydroxyde d'alumine et tous ces trucs oui, il y a beaucoup de choses. Dangereux. Oui. C'est comme un peu la maladie d'Alzheimer, hein, donc il n'y en a jamais autant que maintenant, et personne ne sait encore dire pourquoi est-ce qu'elle existe. Mais la seule chose qu'on a vue pour le moment, c'est que les gens qui étaient atteints de ça, quand on faisait les autopsies, avaient beaucoup de métaux lourds dans leur cerveau. Or, les métaux lourds, c'est une des grands toxiques dus au dérèglement de l'environnement. Et donc, on se rend compte peut-être que c'est aussi une des conséquences des problèmes environnementaux qu'on connaît, parce qu'il était un temps, on ne parlait jamais de cette maladie, quoi. C'est-à-dire, les vieilles personnes devenaient séniles, mais à 80, voilà. 90 ans. Et Alzheimer, ça démarre à 50, 60 ans. Oh. Il y a l'Alzheimer, il y a les autistes aussi. Hein. Oui. Et puis il y a les cancers. Il y a des gens maintenant de 30 ans. Hein. Moi, il y a des jeunes qui ont déjà l'Alzheimer. Hein. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est comme les cancers. Hein. Maintenant, moi, j'ai eu 2 jeunes filles de 28 ans, de 19 et de 22 ans pour un cancer du sein. C'est quand même interpellant. Donc ça veut dire que tout ce qui favorise le stress, les toxiques, etc., sont cause de cancer, et ça aussi, ça devient une plaie. On produit des cellules cancéreuses tous les jours, tout le monde, ça c'est naturel. Mais on a un système immunitaire et de globules blancs qui permet de détruire au fur et à mesure ces mini-cancers. Mais le jour, et c'est toujours le même problème, si l'agression toxique est beaucoup trop importante,
immunitaire est défaillant, ou deuxièmement, si le système immunitaire est trop faible, ben aussi il est défaillant. Et donc avec le stress, avec tout ce qu'on connaît actuellement dans notre environnement, on a à la fois plus de toxiques et deuxièmement une immunité qui est de plus en plus basse. Donc on a tout pour produire un maximum de cancers. Et donc on se rend compte que c'est de plus en plus jeune et qu'il y en a de plus en plus aussi. Donc c'est sûr que si on continue dans cette optique-là, on est vraiment en train de démolir l'être humain, quoi. Oui, alors tout à l'heure vous parliez de ce qui se passe aux États-Unis avec le fait de changer le code ADN, c'est détruire le système immunitaire. Aussi, bah oui, peut-être. C'est-à-dire que si ce qu'ils mettent comme code ADN en plus, c'est à la place d'un génome qui est important pour l'immunité, ce serait une catastrophe, et ça, ils ne le savent pas. Donc c'est ça, hein, c'est ça l'apprenti sorcier, il faut faire attention. Tout ce que la nature a mis en équilibre, il ne faut pas le déséquilibrer sans savoir ce qu'on fait. Pour l'être humain, il ne connaît pas encore tout, hein. Donc il faut qu'il soit hyper prudent dans ce qu'il fait. Oui, et puis bon, il y a quand même pas mal d'obligations, obligations vaccinales, obligations de tout ça, qui fait qu'on ne peut pas passer à côté. Exact. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est cette façon de prendre l'humain comme un gros cheptel de bétail. Ben voilà. C'est ça qui fait peur aussi. Ben voilà, c'est exactement ça. On est chacun différent, on a chacun quelque chose à apporter et tout est à respecter. Et maintenant, rien à faire, ce sont les grandes multinationales qui font la pluie et le beau temps, qui nous racontent n'importe quoi pour qu'on consomme de plus en plus. Et il faut vraiment que la population entière se réveille pour s'opposer à ça et retrouver une vraie harmonie avec la nature. Mais c'est bien tout ce qu'on fait chacun de notre côté, mais je pense qu'on n'est pas assez fort chacun que pour contrer ces grands trusts qui, à la limite, eux, n'en ont rien à faire de l'équilibre climatique. Hein. Non, ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent. Pourquoi faire, on n'en sait rien. Exactement. Peut-être parce qu'ils vont être immortels. Il suffit de voir Donald Trump qui nie les problèmes climatiques, qui nie tout ce qui n'intéresse pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est le fric. Donc c'est pas difficile. Et donc, avec des gens pareils, on est sûr qu'on ne gagnera pas la partie. Ça, je pense qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça se passe. Il faut regarder ce qui se passe en France. Dans votre troisième tome, vous aborderez peut-être des solutions où... Forcément, c'est une guerre. C'est pas une guerre interplanétaire en ce moment. Je pense que c'est une guerre au niveau de la planète entre ceux qui détruisent tout et ceux qui ont envie de survivre, ceux qui veulent nous modifier, génétiquement modifier, et ceux qui ont envie de rester des humains et en même temps qui sont contents d'avoir un téléphone portable. C'est très spécial ce qu'on vit en ce moment. Ah oui, c'est ça. Et alors, ces jeunes, par exemple, moi je suis super content de voir qu'ils manifestent et qui font un maximum, parce qu'au moins ça veut dire qu'ils ont une prise de conscience du problème, ça c'est super, mais à côté de ça il va falloir qu'ils comprennent que la société de restrictions qu'ils vont devoir mener pour pouvoir arriver au bout de ce combat, ça va leur donner beaucoup de choses à changer dans leur mode de vie. Et est-ce qu'ils seront prêts à le faire? C'est ça le problème. Dès le plus jeune âge, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, dans l'éducation, à l'école, est-ce qu'on parle beaucoup de l'environnement? Est-ce qu'on parle beaucoup du respect de l'autre, etc.? Pas grand-chose. Hein. On parle c'est bien, les maths, tout ce qu'on veut. Mais je pense que les principes de base qui permettent justement de vivre en harmonie avec la nature, etc., on devrait en parler dès le plus jeune âge, que ce soit vraiment dans les premières choses que l'enfant comprenne. Mais chez nous, on est loin du compte. Hein. Oui, encore si ça suffisait que ce soit chez nous, mais je pense à la Chine, je pense à l'Afrique, je pense à l'Inde. Est-ce que eux, ils sont prêts à renoncer à tout notre bonheur là? Moi, je pense pas. Non. Parce que d'abord, eux, c'est plus récent que nous, donc eux, ils ne font que goûter maintenant à ça. Et donc, est-ce qu'ils vont pouvoir accepter de faire marche arrière? C'est pas évident. Hein. Non, je pense que la situation n'est pas enthousiasmante, peut-être pas pour notre génération, évidemment, hein, mais je parle de nos enfants, nos petits-enfants, etc. Je pense qu'ils ne vont pas avoir si facile que ça. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive plus à en faire. Oui, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il y en a moins. Ouais. Je pense aussi. Parce qu'il Maintenant, là, quand on parle de nos jeunes, moi je vois bien dans les familles, quand ils en ont un, ils sont déjà bien contents, parfois deux, mais plus ça devient accidentel. Parce que je pense qu'ils ont peur et ils se demandent ce qui va se passer plus tard. Et je pense je vois bien que les couples en parlent beaucoup. Oui, ça dépend des populations, hein, parce qu'il y a des populations où on les voit avec beaucoup d'enfants quand même. Hein. Oui, ça c'est malheureusement plus religieux, c'est pas pour autre chose. Quoi.
Oui, et puis parce qu'ils ont envie, vous en avez fait 5, vous déjà vous êtes un cas, hein. À votre époque, il y avait peu de familles avec 5 enfants. Oui, c'est vrai. C'est vrai. 3 maximum. Et moi, mon papa, ils étaient 13 et ma maman 9. Oui, ben moi Et 30 familles où on se réunissait tous, on s'entendait tous bien, c'était génial. Mais voilà, maintenant ça devient... Ah, ça c'est sûr. moi c'est entre nous, la femme de mon père était l'aînée de 19. Ah ben Donc voilà. elle a l'âge de ma mère, hein, donc elle est née dans les années 30. Ah ben oui. L'aînée de 19. C'est fou, hein. C'est dingue. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais ce qui est encore, c'est que la cohésion était terrible. Moi, je vois bien que quand nous, on était enfants, on était 6 chez nous à la maison. Il y en a un qui a décidé qu'on aurait dû être 7, donc on était nombreux aussi. Nous, la seule chose qu'on avait, c'est des bouquins, un ballon de foot, un grand jardin, et on se marrait comme des fous. Et tous les besoins actuels, on n'en avait pas, et on était super heureux, quoi. Donc c'est ça qu'il faut essayer de retrouver des bonheurs simples. Est-ce que ça va être facile? Ben non, parce qu'il y a la publicité qui dit aux enfants que Voilà. s'ils sont pas habillés comme ça, finalement ils peuvent pas aller à l'école. Donc c'est pas ça. possible. Moi, je pense que c'est tout ça qui fait, toutes ces publicités, tout ce marketing qui est dangereux. Parce que nous, on n'avait pas de marque, on se passait allez, à 6 enfants, tu penses qu'on se passait les vêtements et compagnie, mais qu'est-ce qu'on était heureux, quoi. On n'a jamais cherché tout ça, mais parce que à l'époque, ça ne s'imaginait même pas. Et je pense, on dit toujours, je ne dis pas que c'était mieux avant, parce que ça c'est une litanie, mais je pense qu'on va vers des besoins qui sont de plus en plus artificiels, et il faut vraiment que les jeunes prennent conscience qu'on peut très bien s'amuser, etc., sans tout ça. Sans avoir le paraître. Oui, exactement. L'être disparaît par rapport au paraître. Un mot quand même, un mot d'espoir, parce que c'est sûr que si on regarde, si on n'est pas aveugle, on se dit quand même que ça va être difficile. Mais en même temps, il y a aussi les climato-sceptiques qui disent que le réchauffement climatique, c'est pas si problématique que ça, hein. Les arbres poussent mieux, enfin bon, s'il n'y avait pas tous ces pesticides. Donc il y a les deux écoles, hein. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut conscientiser les gens et les jeunes, puisque c'est eux qui vont faire l'avenir. Mais c'est vrai que moi je garde espoir, sinon on irait se flinguer quelque part, hein. Moi je pense qu'ils sont suffisamment intelligents et bien que pour pouvoir remonter la pente. Mais c'est vrai que, bon, rien à faire, ce sont des problèmes que quand nous on était jeunes, on ne nous en parlait pas parce que ça ne se posait pas, mais eux vont devoir vivre avec, quoi. Et donc il faut qu'ils agissent, mais moi j'ai tout à fait confiance dans nos jeunes. Et je trouve au contraire qu'ils ont un dynamisme qui m'a même assez ébahi quand on a vu toutes ces manifestations, etc. Donc moi, en effet, je pense qu'il faut rester positif. Oui, mais cette gamine que l'on met devant là, elle est, comment dire, elle est dirigée, hein. C'est instrumentalisé pour nous faire payer des taxes et des machins et des. Ah, j'ai d'accord. Ça, voilà. Je pense que c'est aller trop loin. Parce qu'elle a fait est extraordinaire, mais elle est autiste, elle. Ben oui. Et je pense qu'elle a fait dans le cadre de son autisme parce qu'elle avait vraiment cet appel de son intérieur qui lui disait de le faire. Mais je pense qu'on l'instrumentalise maintenant, et ça, c'est de nouveau pas très positif pour les gens qui se battent pour l'environnement, quoi, parce qu'on aura beau jeu de dire, regardez, ça devient presque du cinéma. C'est du cinéma et c'est de la propagande pour nous vendre des trucs propres et des trucs machins et, voilà. Et, ça, je pense qu'il faut pas faire. Et des taxes et des. Voilà. Il faut se battre. Il faudrait surtout qu'ils arrêtent. Un petit peu, mais pas commencer à tout exagérer. Il faudrait qu'ils arrêtent de nous mettre tout un tas de cochonneries déjà avant de penser les retirer, hein. Oui. Donc ça c'est un problème. Oui. Bon, donc positif, je pense que l'homme gardera sa liberté, parce que c'est ça, le problème c'est qu'on est de moins en moins libre. Exactement. Et il faut la liberté de penser. La liberté de penser, la liberté d'être vacciné, on ne l'a plus. Oui, de pouvoir être son maître, mais tout en respectant l'autre, hein. On sait bien que sa liberté s'arrête où l'autre commence, donc il faut des règlements et tout ça, des règles, mais des règles éthiques et des règles de bienséance, de bien fondées, quoi, de naturelles, quoi. Le ciel il est beau aujourd'hui, il y a des nuages à l'ancienne, des vrais nuages à l'ancienne, vous savez, des nuages blancs où se dessinent des choses dedans, mais souvent ils nous balancent des choses là-haut et tout le monde se tait. Oui, c'est exactement ça. Et nous on le voit, hein, parce que par exemple, juste avant les vacances ici, toutes les femmes ont fait une fausse couche, tout le monde.
personne ne le sait, évidemment. On n'en parle pas. Mais nous, on sait très bien qu'on nous a balancé des trucs dans l'atmosphère et que tous les embryons ont été atteints et tout le monde fait une fausse couche et puis on n'en parle plus. Mais c'est pas normal et c'est comme ça régulièrement. Et nous, on voit, parce qu'évidemment, on voit ces périodes anormales d'anomalies génétiques ou de fausses couches ou quoi, et on sait que c'est lié à des trucs que les gens respirent, mais tout le monde se tait. Donc il y a plein de choses qui se font et qu'on ne sait pas. Mais ça, c'est dans une région précise. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucun enfant qui va naître à la période où vous aurez dû naître? C'est ça. Mais quand je dis tout le monde, j'exagère. Donc ça veut dire que normalement, il y a un embryon sur 3 est mal formé dans la race humaine. Donc il y a un tiers de fausses couches dans toutes les grossesses. Mais à ce moment-là, on était à plus de la moitié, si pas 3/4. Quoi. Oui. Et c'est vraiment fou. Hein. Et on voit vraiment ces pics comme ça réguliers. Mais alors on regarde un peu les nouvelles en voyant est-ce qu'on va nous parler d'un nuage radioactif ou quoi, mais on ne sait rien du tout. Donc quelque part c'est angoissant. Donc même si on veut réagir, etc., il y a quand même beaucoup de choses qu'on nous cache. Hein. Ouais, et puis on peut rien y faire, c'est ça le problème. Rien y faire. Ouais. On peut pas s'empêcher de respirer quand on nous met des chemtrails. Moi j'aime bien la culture bio, tout ce qu'on veut, mais ils respirent quand même tout ce qu'on respire et leur culture bio, elles ne sont pas protégées de tout ce qu'il y a dans l'atmosphère et ça, c'est quand même les plus gros toxiques. Hein. Donc c'est quand même relatif tout ça. Il faudrait faire comme dans la planète Aredia, faudrait faire tout sous terre. Exactement, ou dans des dômes de protection, etc. On en est déjà là parce que moi je vois les analyses qu'on fait sur les produits même bio, qu'est-ce qu'il y a comme métaux lourds, comme saloperies dans ces légumes, etc. Donc ça, on sait rien y faire. Hein. Ou alors il faut aller sur une autre planète. Ouais, ça n'a rien à faire. Mais c'est déjà le problème de la pollution de l'eau. Hein. Oui, ça aussi. Parce que des légumes, il faut que ce soit arrosé. Donc déjà l'eau qui est... Exactement. Et tous les mercures et tout qu'on a dans l'eau, c'est fou. Hein. Enfin, tous les métaux lourds. Moi, je suis persuadé que toutes ces maladies neurologiques qu'on a maintenant, qu'on avait moins, j'ai encore eu 2 jeunes femmes avec des maladies de Charcot, qui est la pire des maladies qui existent, parce qu'ils se paralysent alors que leur intelligence reste totale. Tout ça, on n'avait jamais avant. C'était des personnes âgées, etc. Et je pense que c'est tous ces toxiques qu'on nous balance. Hein. Alors, Radio Anguin, c'est la radio du bien-être. On aimerait garder ce bien-être. Et pour que ce bien-être soit là, il faut quoi, docteur Jean-Guy Sartener? Pour ce bien-être, il faut se battre. Il faut dénoncer tous les excès. Il faut vraiment responsabiliser les jeunes. Mais surtout ne pas avoir peur de dire les choses et quand il y a des choses qui ne vont pas et que ne pas prendre des gens pour un troupeau de brebis. Hein. Il faut vraiment il faut qu'on se batte, ça n'a rien à faire. Oui, il faut écouter la population. Voilà, ça aussi. Parce que la population, même, c'est... Mais on ne nous demande pas notre avis. Hein. Mais oui, mais c'est dommage, parce que pour finir, tout ce qui est politique ou quoi, c'est fait quand même pour le bien-être, soi-disant, de la population. C'est quand même elle qui est la première visée. Alors si on ne l'écoute pas, c'est grave. Hein. En tous les cas, cette émission va être écoutée. Je vous remercie beaucoup, Jean-Guy Sartener. Quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Et moi, je vous tiens au courant pour la suite. Oui, voilà. J'aimerais savoir comment ils vont s'en sortir là-haut. Je vous remercie, Jean-Guy Sartener. La Terre à son miroir, tome 1, science-fiction aux éditions Spinel. Bonne journée, bonne soirée à vous. Allez, mais moi aussi, je vous remercie. C'est très gentil. Parce que pour moi, c'est évidemment une drôle d'aventure. Parce que je ne connais pas du tout le milieu littéraire. Mais c'est passionnant aussi. Je pense que tout est passionnant quand on est passionné. Et puis voilà.